Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de l'hyperthreading ou de l'hyperthreading ou de le HT aussi, certains l'appellent juste comme ça parce que c'est comme ça que c'était marqué au départ pour les Pentium 4, c'était marqué Pentium 4 HT pour les différencier des Pentium 4 standards qui n'avaient pas cette technologie. Alors ça c'est une question qu'on me pose depuis vraiment longtemps, pratiquement depuis que je fais des vidéos sur l'informatique, on me demande qu'est-ce que ça apporte, est-ce que c'est vraiment utile et comment ça marche. Eh bien c'est les questions auxquelles je vais essayer d'y répondre dans cette vidéo en fin de compte. Donc, cette technologie-là, c'est une technologie qui a été apportée au départ pour le Pentium 4. Parce que le Pentium 4 était un processeur relativement bizarre en termes de conception, et l'une de ces bizarreries, c'était le fait que, eh bien, on ne pouvait pas réussir à obtenir 100% des performances que le processeur pouvait théoriquement donner. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ce que je veux dire par là, c'est parce que, en fin de compte, dans un processeur, il y a plusieurs unités de calcul. Et dans un Pentium 4, étant donné qu'il y a une particularité assez impressionnante dans le Pentium 4, c'est que, alors une des particularités, et je pense pas que ça y ait rapport, c'est que le Pentium 4 a des unités de calcul qui tournent à 2 fois la fréquence du processeur lui-même. C'est-à-dire qu'en réalité, un Pentium 4 à 3 GHz a des unités de calcul de calcul standard, c'est-à-dire ce qui fait les opérations, qui en interne fonctionnent à 6 GHz. Qui est particulièrement impressionnant. Mais le truc aussi, c'est que ces unités ont tendance à fonctionner de manière un petit peu spéciale, c'est-à-dire elles sont un peu lentes en fin de compte pour leur fréquence, et surtout ils ont une grosse pénalité, c'est-à-dire qu'il y a un truc qu'on appelle le pipeline à l'intérieur d'un processeur. On peut imaginer ça comme étant une sorte de file d'attente. C'est-à-dire on met les instructions les unes derrière les autres de la façon qu'elles vont a priori se dérouler. Et il y a plusieurs étapes dans un pipeline, c'est-à-dire que ça dépend des processeurs. Certains ont très peu d'étapes, certains en ont énormément. Le Pentium 4 fait partie de ceux qui ont énormément d'étapes. Et donc on peut imaginer ça comme une sorte de file d'attente, où dedans il y a 40 personnes les uns à la suite des autres. Mais le problème, c'est que si une opération se passe pas comme prévu, c'est-à-dire que par exemple le programme allait dans cette direction, et il disait bon bah ça va continuer dans cette direction, mais en fin de compte, ah non ça part dans cette direction, et ben il est obligé, parce que la file d'attente c'est une sorte de prédiction en réalité, dans un certain sens, eh bien il est obligé de tout foutre en l'air et de recommencer à recréer une file d'attente à partir de zéro. Et pendant ce temps-là, les unités de calcul, elles attendent que le processus se fasse en fait. Elles attendent tout bêtement que la file d'attente se refasse. À quoi sert l'hyperthreading ? En réalité, ça sert plus ou moins d'avoir 2 files d'attente en même temps. Et ça permet en fait de couper un cœur en 2, et c'est très marketing parce que ça peut permettre de faire croire qu'un processeur avec seulement 4 cœurs en a 8 en fin de compte. Et bon, c'est pour ça que parfois certaines personnes pensent qu'en regardant quand ils voient par exemple dans le gestionnaire des tâches de Windows qu'il y a 8 petits graphiques qui correspondent à 8 cœurs entre guillemets, et bien ils se disent ah c'est un processeur 8 cœurs, mais non en fait c'est un processeur 4 cœurs sur lequel il y a 2 files d'attente par cœur. Mais ce sont des files d'attente qui en fin de compte passent leur temps à s'attendre l'une l'autre, parce qu'il n'y a qu'un seul cœur qui peut exécuter tout ça. Donc, en réalité, ça a été inventé pour le Pentium 4, comme je le disais, parce que la file d'attente était très longue. Donc pendant que une est en train de se refaire, si on n'a pas de chance, les deux sont en train de se refaire en même temps, donc ça sert à rien, eh bien, l'autre peut s'exécuter plus vite qu'avant. Et un autre truc aussi, c'est que dans un processeur, c'est assez complexe. Il y a plusieurs unités de calcul pour plusieurs types de calcul. C'est-à-dire qu'en fin de compte, le meilleur des cas, ce serait que nous avons un processus qui utilise que les unités en calcul de nombre entier, et un processus qui utilise que les unités de calcul à nombre à virgule. Si on utilise les deux en même temps, logiquement, vu que un processus ne peut pas utiliser les deux en même temps, eh bien, utiliser 2 processus à la fois permet d'utiliser les deux en même temps, ce qui fait chauffer bien plus le processeur, mais ce qui permet surtout de le rendre bien plus rentable, entre guillemets. Dans la pratique, il y a très très peu de programmes qui peuvent utiliser les deux en même temps, mais bon, dans la théorie, ça peut apporter un petit peu quelque chose, enfin voilà, mais il y a aussi plusieurs unités de calcul de nombre entier, parce que certains calculs peuvent se faire sur plusieurs unités en même temps, pendant que d'autres calculs ne pourront se faire que sur une unité en même temps, et donc comme elles se font les unes après les autres, on peut pas utiliser les 3 unités de calcul forcément à chaque fois en même temps, ce qui fait qu'en utilisant 2 processus, on peut rentabiliser les unités de calcul qui sont en train de dormir en fin de compte. Donc pour le Pentium 4, c'était franchement bénéfique, parce que c'était un processeur, comme je vous l'ai dit, qui avait plein de petits problèmes de conception, qui faisait que ce truc-là était un petit peu la roue de secours qui sauvait tout. Et un autre truc aussi, c'est que l'hyperthreading, à l'époque du Pentium 4,
comme c'était un processeur monocœur, et non pas dual-core, monocœur, ça pouvait être intéressant pour faire un petit peu de multitâche, c'est-à-dire qu'en fin de compte, si vous étiez en train de naviguer sur internet en même temps que d'encoder une vidéo par exemple, eh bien c'était un petit peu moins pénalisant pour votre navigation internet. Bon, c'était pas non plus aussi bon que d'avoir du dual-core, ou encore moins que d'avoir du quad-core, hein, comme maintenant, mais ça permettait de rendre les choses un petit peu moins pénalisantes, alors que de l'autre côté vous avez un Athlon 64, qui certes est plus performant en réalité, mais comme il n'avait pas l'hyperthreading, et ben du coup quand on utilisait son cœur à son plein potentiel, avec un système d'exploitation comme Windows XP qui n'est pas super bien foutu quand il s'agit de distribuer un programme extrêmement gourmand et un programme moins gourmand sur le même cœur, eh bien ça s'est amélioré avec les nouvelles versions de Windows. Eh bien ça faisait en sorte que bon, le navigateur internet était considérablement plus lent que si on ne faisait pas d'encodage en même temps. Alors de nos jours, est-ce que c'est encore utile ? Eh bien le Core i7 a 4 cœurs, hein. Donc avoir 4 autres processus en plus n'est pas forcément super utile étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de programmes qui arriveront à rentabiliser réellement tous ces processus-là. Personnellement, mon logiciel de montage vidéo utilise que 3 cœurs et demi sur les 4, donc je suis même carrément pas forcément un processeur avec 3 cœurs pourrait presque faire le même boulot. Alors si j'avais l'hyperthreading sur mon processeur, si j'avais pris un Core i7 plutôt qu'un Core i5, ça changerait rien. Pratiquement rien. Bon, pour l'encodage vidéo, par contre, c'est différent, parce que mon logiciel de montage n'est pas capable d'utiliser tout ça, mais mon logiciel d'encodage vidéo est capable de les utiliser. Il permettrait d'utiliser en pratiquement l'intégralité de ce qui est fourni. Par contre, si on désactive l'hyperthreading et que l'on fait une comparaison, en fait, eh bien on se rendra compte que la différence de performance n'est pas si grande que ça. C'est de l'ordre de 11%. Le programme qui tirera le plus avantageusement parti de cette technologie fera rarement plus de 20% de performance en plus. On est en moyenne entre 5 et 10%. Et le pire cas possible sera un petit peu en dessous de moins 1%. C'est-à-dire, en fin de compte, on perd un peu de performance en activant cette fonction-là dans certains rares cas, et c'est très souvent les jeux, en fait. Donc dans les jeux, ça sert à rien de prendre un Core i7 plutôt qu'un Core i5, parce qu'il y a très très peu de jeux qui intègrent ça comme il faut, et ils utiliseront les cœurs supplémentaires, enfin les faux cœurs supplémentaires, comme si c'était des cœurs normaux, et en réalité, le problème c'est que certes, ça permet d'avoir un peu plus de performance, mais la contrepartie, c'est que comme je vous l'ai dit, il y a un petit peu du bouchonnage quoi, à l'entrée du processeur. C'est-à-dire que vous avez deux processus en même temps qui vont essayer d'utiliser les mêmes unités de calcul, ce qui veut dire qu'en fin de compte, si les deux processus en même temps sont utilisés, il y en a un qui passera et l'autre qui passera l'un après l'autre, etc., etc. Mais si ce qui compte, c'est pas les performances brutes, mais les latences, par exemple, comme dans les jeux, il faut que ce soit le plus rapide possible pour avoir l'image par seconde constante, et pour faire en sorte que ça n'ait pas l'air non fluide. Enfin, parce qu'il faut savoir un truc, hein, dans les jeux, il est plus important d'avoir un nombre d'images par seconde qui soit relativement constant, c'est-à-dire avec un espace entre les images par seconde qui soit relativement identique, que d'avoir un haut nombre d'images par seconde. Et très souvent, d'avoir un haut nombre d'images par seconde, c'est juste une bouée de sauvetage un petit peu minable pour compenser le fait que vous avez une image par seconde. En fait, vous avez genre les images par seconde qui font ça, tac, 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 tac. Vous voyez ce que je veux dire, quoi? C'est pas constant, ça fait n'importe quoi. Alors que si on a des images par seconde qui sont constantes, ça fait tac, 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 tac. Vous avez le même nombre d'images par seconde en moyenne, c'est-à-dire vous avez par exemple, on va dire 40 fps en moyenne dans les deux cas, mais dans un cas, vous aurez 40 fps extrêmement dégueulasses, pendant ce temps-là, vous aurez 40 fps extrêmement fluide. Donc il est plus important d'avoir une... Voilà, et donc en gros, le truc, c'est que l'hyperthreading peut empêcher que les images par seconde soient aussi fluides. Parce que, eh bien, il y aura par exemple une image qui sera calculée sur un des cœurs, pendant qu'une autre partie de la même image ou une image suivante sera calculée sur l'autre partie des cœurs, et s'ils utilisent le même cœur réel, eh bien, ils vont se bouchonner à l'entrée, en fin de compte, et vous aurez le calcul de l'image d'après qui, en gros, va contrarier l'image d'avant. Imaginons, par exemple, qu'un programme calcule 4 images par seconde en même temps, une par cœur, par exemple.
et en gros il les passe ensuite dans l'ordre, donc il donne une priorité à la première image, puis à la deuxième, puis à la troisième, et ensuite hop, ça continue comme ça. Ça peut être une façon de rentabiliser, d'avoir plein de cœurs à l'intérieur d'un jeu. Bon, ça doit pas être la façon la plus utilisée, mais la plupart du temps, de toute façon, un jeu c'est pas utiliser beaucoup plus de 1 ou 2 cœurs. D'expérience personnelle, j'ai pas vu beaucoup de programmes utiliser plus d'1 ou 2 cœurs, mais ça change rien, ça pose problème dans le sens où si il y a un processus en arrière-plan qui va gêner très légèrement le processus qui est vraiment important en avant-plan, eh bien ça risque d'avoir un impact négatif plutôt que d'avoir un impact positif. Bon, les bons développeurs de jeux, qui sont relativement rares malheureusement, font de gros efforts pour faire en sorte que ça pénalise pas. Ils font souvent un effort très simple qui consiste à faire en sorte que le jeu n'utilise tout simplement pas du tout les cœurs supplémentaires de l'hyperthreading en fait, de l'hyperthreading. Et donc ce que je voulais dire, c'est que le problème, c'est que les processus en arrière-plan qui sont gérés par le système d'exploitation lui-même, là par contre, le développeur du jeu n'a pratiquement aucune emprise là-dessus, donc il va falloir faire confiance à Windows, et c'est pour ça qu'il peut y avoir des processus en arrière-plan, genre si vous êtes en train de, je sais pas, de télécharger un truc en arrière-plan et que ce truc en arrière-plan utilise un petit peu de processeur pour son téléchargement, genre il y a certains protocoles qui demandent ça, genre des sites comme Mega ou des trucs comme les protocoles Torrent ou des trucs comme ça utilisent un peu de processeur. Disons que ça vient au mauvais moment, au mauvais endroit, qu'il y a une vérification de par exemple de, comment on appelle ça, de la... Mince, va vérifier si le fichier est conforme en fait, qui arrive au mauvais moment, et ça va être beaucoup plus pénalisant qu'avec un programme qui aura un cœur réel dédié à ça. Bon, Windows a quand même tendance à mieux se servir depuis Windows 7 de ce genre de système que avant, notamment par exemple à l'époque des premiers Windows XP, genre Windows XP SP1, c'était horrible. Et donc qu'est-ce que je disais, Windows XP classique, je pense que c'était même encore pire. Mais donc ce que je voulais dire à propos de ça, c'est que oui, a priori Windows utilise les cœurs réels d'abord, puis utilise les faux cœurs entre guillemets. Et donc ça permet de régler le problème, sauf si le jeu utilise tous les cœurs réels et que donc il est obligé de se dire je vais utiliser un faux cœur plutôt que de faire poireauter un vrai cœur. Il y aura toujours moins d'impact que d'utiliser un vrai cœur. Malheureusement, parfois, c'est pas exactement le cas, parce que, eh bien, dans un programme, il peut y avoir, par exemple, un cœur qui a une fonction qui est plus importante qu'une autre. Donc ça peut devenir un vrai casse-tête d'utiliser, de réussir à tirer parti de ce genre de processeur à 100%. Et c'est pour ça que ce genre de processeur... c'est rarement utilisé pour des processus en temps réel, quoi. Genre, si vous faites des trucs en temps réel... C'est-à-dire, par exemple, vous avez besoin de très bonne latence, ça peut être le cas, par exemple, en MAO ou des choses comme ça, et bien, très souvent, ou on désactive cette fonction, ou on l'utilise pas du tout, ou on achète un processeur qui ne l'a pas. Et les jeux correspondent un petit peu à ce genre de truc. Donc voilà un petit peu l'histoire de comment fonctionne l'hyperthreading. Après, globalement, ce que je pourrais dire à propos de ça, c'est que c'est pas une fonction non plus qui est mauvaise, hein, ça fonctionne convenablement. Malgré tout, le problème, c'est que c'est pas grand-chose en termes de performance en plus. C'est même presque rien. Alors, du coup, il faut faire attention à l'argument prix. Si c'est le même prix, pratiquement, pour le même processeur, les mêmes caractéristiques, pratiquement, genre, par exemple... Ah oui, il faut savoir aussi un autre truc. L'hyperthreading, vu que ça demande de gérer plus de files d'attente en même temps, c'est-à-dire d'avoir besoin de plus de données en arrière-plan, en cache dans le processeur, eh bien, ça demande plus de cache. Donc, si vous vous demandez si, par exemple, tiens, et si j'achetais un Core i7 parce qu'il a plus de cache que le Core i5, mais j'utiliserai pas l'hyperthreading parce que ça me sert à rien, eh bien, ça servira à rien en fin de compte d'avoir plus de cache, parce que en réalité, ce cache-là est juste là pour compenser la différence de performance qu'il y a en activant l'hyperthreading. Les tout premiers Pentium 4, justement, avaient fait l'erreur d'avoir la même quantité de cache et d'avoir l'hyperthreading. Et du coup, ça posait un petit problème, c'est qu'en réalité, c'était pas 1% de performance en moins qu'on pouvait avoir parfois dans le pire des cas, ça pouvait être vraiment beaucoup moins de performance, genre moins de 5%, des trucs comme ça. Bon, c'est pas non plus dramatique, mais étant donné que c'était un truc qu'à l'époque, zéro programme savait utiliser,
eh ben ça a été suffisant pour faire en sorte qu'il y ait des gens qui le désactivent dans le BIOS. C'est toujours possible à notre époque de le désactiver, mais voilà, c'est en gros juste une contre-mesure de la part d'Intel pour enlever les aspects négatifs de l'hyperthreading, donc, et pour faire en sorte que vous ne le désactiviez pas en fin de compte. Donc c'est plutôt ça en fin de compte, à quoi sert ce cache en plus. Mais donc, hormis une petite différence en termes de cache, si vous avez un processeur qui a pratiquement les mêmes performances, enfin les mêmes caractéristiques, et qui n'a que comme seule différence l'absence d'hyperthreading, achetez celui-là sans hyperthreading si vous savez que vous en aurez pas besoin. Parce que très souvent, ces 10% de performance en plus, et qui sont rares en plus, c'est vraiment dans certains cas en particulier, notamment l'encodage vidéo, comme je vous l'ai dit, fait partie des quasi seuls moment où ça peut être intéressant, eh bien cette chose-là ne vaut pas le fait qu'on met 100 € de plus dans un processeur, parce que très souvent c'est ça, c'est 33% de prix en plus pour en moyenne, et encore en moyenne, suivant ce que vous faites, 10% de performance en plus. Et suivant ce que vous faites, ça pourra être moins de 2% de performance en plus. Parfois même carrément 0% de performance en plus. Et donc ça sert à rien de payer un Core i7 pour un Core i5 en fin de compte. Donc voilà ce que je voulais dire à propos de cette fonction-là. Donc c'est pas une mauvaise fonction, c'est juste que malheureusement c'est un petit peu trop utilisé en tant que levier marketing, et justement du coup ils en profitent pour vous vendre un processeur pour beaucoup plus cher que ce qu'il vaut réellement, juste pour un détail quoi. Un vrai juste petit détail de rien du tout. Alors maintenant, je pense ne rien avoir oublié de vraiment important, mais je vais vous donner un petit détail supplémentaire. L'hyperthreading est apparu avec donc le Pentium 4. Il a plus ou moins disparu avec le Pentium D, même s'il était encore sur les Pentium dual-core extrême édition, en fin de compte. Il a complètement disparu pendant l'époque Core de Duo et Core de Quad, parce que ça n'apportait rien. Et il est réapparu avec le Core i7, pratiquement intégralement en tant que levier marketing, encore une fois. Mais voilà, sinon, voilà, c'est vraiment une technologie qui, à l'origine, a été inventée pour le Pentium 4. C'est pas une technologie, malgré tout, qui a été inventée par Intel. Comme beaucoup de technologies concernant les processeurs, c'est une technologie qui a été inventée par IBM. Et cette technologie est utilisée notamment aussi dans le processeur de la Xbox 360 et celui-là de la PlayStation 3. Plus utilisé dans les nouveaux processeurs d'ailleurs, étant donné qu'ils utilisent des processeurs AMD, et que AMD est pas très folichon jusqu'à maintenant de cette technologie, même si a priori la prochaine architecture de processeurs d'AMD utilisera cette technologie, c'est-à-dire l'architecture qui s'appelle Zen, il me semble, l'architecture des prochains processeurs AMD haut de gamme utilisera cette technologie. Donc voilà, bon c'est juste pour vous dire, donc c'est comme je disais, c'est une technologie qui mange pas de pain, c'est une technologie qui coûte pas trop cher à mettre en œuvre, étant donné que, contrairement à doubler le nombre de cœurs, c'est juste ajouter quelques petites fonctions supplémentaires à un cœur déjà présent, donc ça coûte moins cher. Et ça permet aussi de faire en sorte de développer des cœurs plus performants à l'unité. C'est-à-dire qu'en fin de compte, si on a un programme qui n'est pas capable d'utiliser plus de 4 cœurs, eh bien les processus s'exécuteront plus rapidement sur ce processeur-là que sur un processeur 6 cœurs, qui fera fonctionner un programme qui est capable d'utiliser 6 cœurs en même temps plus vite, mais malgré tout, quand on n'utilisera que 4 des 6 cœurs, ça ira moins vite. Donc voilà pourquoi cette technologie existe, c'est parce que ça coûte moins cher à mettre en œuvre, certes c'est moins performant, mais ça permet de grappiller un petit peu de performance gratos par-ci par-là, certes c'est difficile à mettre en œuvre pour les développeurs, bref la plupart du temps c'est bénéfique, et ça coûte pas grand-chose à être mis en œuvre, et de toute façon ça peut être désactivé. Malgré tout, on est loin de la période du Pentium 4 où vraiment acheter un Pentium 4 un peu meilleur en fréquence, genre un 2,8 GHz au lieu de prendre un 2,66 GHz, parce que l'hyperthreading est présent dans la version 2,8 GHz, ça c'était une époque où vraiment ça valait le coup de prendre un Pentium 4 avec hyperthreading, parce que, comme je vous l'ai dit, ça avait un avantage en multitâche, à l'époque, on avait beaucoup plus de programmes qui s'approchaient plus des 20% de maximum théorique de performance en plus
que des rien du tout gagnés pratiquement, parce que le Pentium 4, comme je vous l'ai dit, en tant que processeur, était architecturellement parlant fait de telle manière qu'il y avait beaucoup de parties du processeur qui pouvaient à de nombreux moments se tourner les pouces. Donc là, c'était vraiment utile comme truc, et ça pouvait vraiment changer un processeur. Un Pentium 4 avec hyperthreading de nos jours reste tout à fait utilisable. Un Pentium 4 sans hyperthreading a l'air un peu limité de nos jours. Surtout étant donné que maintenant, pratiquement tous les ordinateurs, même si ce n'est tous les ordinateurs, même maintenant, sont au moins dual-core. Donc un processeur monocœur qui n'a même pas l'hyperthreading, ça peut quand même, on voit une différence de fluidité, de façon que ça fonctionne. Malgré tout, depuis que les processeurs sont dual-core, la différence est quasi nulle, quoi, vraiment. Donc, en tout cas, en utilisation classique, elle est quasi nulle, et très souvent, on part du principe qu'il faut qu'il y ait au moins 33% de performance en plus pour que concrètement le fait de passer d'un processeur à un autre change vraiment la vie. Donc choisir un i7 plutôt qu'un i5 et mettre 100 € de plus dedans pour seulement en moyenne 10% de performance, c'est mignon d'avoir 10% de performance en plus. Ça fait toujours rigolo comme ça sur le papier, mais ça se verra souvent que sur les benchmarks. Donc je pense que je peux terminer la vidéo là-dessus, parce que je pense vous avoir bien résumé en quoi l'hyperthreading est intéressant ou ne l'est pas, et pourquoi il a été inventé, et a priori... je pense avoir fait le tour du sujet. Enfin, dites-le moi dans les commentaires s'il y a un truc que vous n'avez pas très bien compris, hein. J'y répondrai si je peux, comme d'habitude. Mais voilà, a priori, je pense que la vidéo est suffisamment complète pour que je la termine là, et pour que je la poste, et que je ne la refasse pas à nouveau dès le début. Parce que, ah oui, tiens, juste une petite parenthèse, cette vidéo-là, c'est une vidéo que ça fait au moins 3-4 fois que je la refais. J'avais déjà essayé de la faire il y a 2 ans, et bon, voilà, bon bref. Voilà, bon, je vais vous dire maintenant salut à tous, et à la prochaine!